Bien, ben bonsoir. Donc, Paul Bouffartigue m'avait demandé d'envisager sur la Troisième République la relation qu'entretenait le mouvement ouvrier avec la République, avec la Commune comme pierre d'achoppement, puisque le souvenir de la Commune dans la République n'a pas toujours été en odeur de sainteté, si on peut utiliser cette expression. Alors, la Troisième République, si vous voulez, c'est la troisième expérience républicaine, et on se demande si cette République va durer autant que les deux précédentes. Alors nous, bien sûr qu'on a la réponse à la question, mais pour les contemporains, c'est pas du tout évident. Et je voudrais aussi faire une première remarque par rapport aux deux premières républiques. La troisième intervient dans un continuum de régimes différents. Pour la Première République, on a eu la monarchie, la République, puis l'Empire. Pour la Deuxième République, on a eu la monarchie, la Deuxième République, puis l'Empire. Pour la Troisième République, on a l'Empire, puis la République. Et donc, cet empire qui est abattu du fait de la défaite militaire face aux Prussiens, c'est l'occasion du renversement par surprise de l'Empire. Donc l'Empire est disqualifié pour longtemps, ce qui fait que la nouvelle hypothèque sur la République, au cas où elle ne durerait pas, cette hypothèque, elle est purement monarchiste. Même s'il y aura une tentative avec Boulanger de retour du bonapartisme, mais ça n'aura pas de suite. Et c'est aussi ce qui explique que malgré les aléas, finalement, dans une France majoritairement rurale, avec tous les problèmes que ça pose pour la commune, les paysans sont quand même, dans leur ensemble, attachés à la Révolution, et les conquêtes sociales, et la monarchie, pour eux, c'est synonyme d'abandon de ces conquêtes sociales. Donc, le 4 septembre 1870, la République est proclamée. Elle est proclamée dans l'ambiguïté, à l'annonce de la défaite de Sedan. Une partie des républicains modérés, conservateurs, qui ont peur d'être dépassés par une vague révolutionnaire, qu'ils ne souhaitent pas, bien sûr, ont d'abord espéré trouver dans Thiers, Adolphe Thiers, celui qui allait résoudre le problème tout en restant dans le cadre de l'Empire, avec une formule de gouvernement de défense nationale, mais sans bouleversement de régime, en tout cas dans l'immédiat. Cependant, ce projet capote du fait de l'intransigeance des durs du régime bonapartiste, ce qu'on appelait les Mamelucs. Cornu-Gentil a écrit tout un bouquin sur cette installation du 4 septembre de la République. Donc, ces républicains qui se voient rejetés par les durs du bonapartisme, qui par ailleurs apprennent qu'à Marseille, qu'à Lyon, la République a été proclamée à midi, donc en avance sur Paris, qui voient le peuple parisien manifester, se disent « Ah, il faut qu'on les devance ». Et c'est ainsi que, alors je voulais vous montrer le balcon de l'hôtel de ville le 4 septembre 1870, on avait les élus
de Paris, Jules Ferry, Jules Favre, tous ceux que l'on va retrouver après, Trochu, qui saluent la foule, mais ils ont fait ça pour devancer les républicains les plus radicaux, les Millières, les Delescluze, que l'on retrouvera d'ailleurs dans la Commune. Alors, cette République, elle est proclamée donc en 1870. Un petit retour, disons, sur avant 1870. L'idée républicaine, alors Gérard vous en a dit quelques mots. Raymond Huard, qui est un spécialiste de l'histoire de la Seconde République et du suffrage universel, fait observer qu'en 1870, la République, fait observer, en 2010, lorsqu'il intervient, que la République est devenue quelque chose de banal, d'évident. En 1870, la République, ça n'a rien de banal, ça n'a rien d'évident. Toute l'Europe, c'est des monarchies. La seule exception, c'est la Suisse. Donc, ce que l'on trouve évident, pour les contemporains, ça ne l'est pas. De plus, les premières républiques ont laissé un souvenir mitigé, pour ne pas dire plus, car elles sont synonymes de désordre. D'où, pour beaucoup de républicains, le paravent de l'ordre derrière lequel ils s'abritent pour justifier leur action, disons en quête de légitimité. Ils se défendent, même les radicaux, ils se défendent être des républicains de l'ordre. Alors dans l'ordre, on a l'ordre public, on a l'ordre social qui est mélangé, et ça explique toutes les nuances après de République. Et en même temps, ces expériences républicaines, elles ont laissé, d'un autre côté, chez d'autres, le souvenir d'un idéal trahi de démocratie et de justice. Ainsi, les républicains oscillent entre deux pôles extrêmes, avec toute une série de nuances que j'illustrerai, si vous voulez, à travers deux citations. La première, je l'emprunte à Alexis de Tocqueville, que vous connaissez, qui a réfléchi sur la démocratie américaine, mais qui a aussi exercé des fonctions dans les gouvernements de la Seconde République, après les élections de 1848. Et il s'intitulait, il disait qu'il était le seul républicain à l'époque. Alors, bon, républicain selon ses vues, bien sûr, mais surtout, il notait que la République était très difficile à maintenir, car ceux qui l'aimaient étaient incapables ou indignes de la diriger. Incapables, c'est les ouvriers, c'est le peuple, ou indignes, donc ils n'ont pas les compétences. Et ceux qui étaient en état de la diriger, de la fonder et de la conduire, ceux-là la détestaient, précisément parce qu'elle mettait en cause l'ordre social. Donc, on a un Tocqueville qui est, si vous voulez, le représentant d'une république que l'on pourrait qualifier de république minimale, libérale, conquête de l'individu, la liberté de l'individu. Pour lui, la République, c'est simplement un système électif, un pouvoir exécutif électif, qui le différencie de la monarchie qui, elle, est héréditaire. Donc vous voyez que ça va pas loin. Alors, autre citation, je l'emprunte à un journaliste, Jacques Barrot, qui a été incarcéré au Château d'If en 1871 parce qu'il a participé à la Commune de Marseille. Et il a écrit un long poème, qui figure sur le site de Promémo d'ailleurs, qui est dédié aux prisonniers du Château d'If. Alors il est très long, ce poème, mais il y a une strophe que j'ai extrait de ce poème et qui, me semble-t-il, résume un peu la position des républicains radicaux, comme on les appelait.
Ils aimaient la Sainte République, sainte, on est presque dans le mysticisme, non pas comme certains d'un amour platonique, encore savoir s'ils l'aiment, mais par passion. Ils l'aimaient en pensant que c'est sous cette forme qu'un pays s'affranchit, progresse et se transforme. Et il ajoutait sans révolution. En même temps, il est partisan de la Commune de Marseille, mais on pourra revenir sur le fait que la Commune, c'est peut-être la dernière des révolutions, et pourquoi cette République permettrait d'éviter les révolutions, qui était le souhait majoritaire. Alors, le coup d'État du 2 décembre 1851, le bonapartisme a confisqué le suffrage universel. Il faut attendre un début de libéralisation dans la deuxième décennie du Second Empire pour voir renaître une opposition républicaine dont le plébiscite de mai 1870 souligne le caractère quand même très minoritaire, puisqu'il y a 1 500 000 non pour plus de 7 millions de oui. Donc une opposition républicaine dans une France majoritairement rurale, et les succès républicains sont circonscrits aux grandes villes, lieux de modernisation, car la République est assimilée au progrès. Alors, donc pendant le Second Empire, l'idée républicaine recule. De plus, la répression politique mise en place par le régime, l'arbitraire, l'exil, la proscription, les déportations, tout ceci fait que les républicains connaissent des destinées différentes. Un certain nombre restent sous l'Empire, mais avec un républicanisme bon ton et discret. D'autres sont en exil, Victor Hugo, Félix Piat, Esquiros, ou sont déportés. Or, ceux-là, ce sont les martyrs de la République. C'est autour d'eux que va se cultiver, avec des nuances, parce que ces républicains de 48, les 48 heures, vivant dans l'exil, ne connaissent pas tout à fait les évolutions des nouvelles générations républicaines ou ouvrières pendant le Second Empire. Donc ça va créer un peu des distorsions au moment de l'éclosion de la Nouvelle République entre ceux-ci. Et puis vous avez même des républicains, vous avez Émile Ollivier, marseillais, fils de proscrit, qui lui s'est rallié à l'Empire, est devenu le dernier chef de gouvernement de l'Empire. Alors, ça c'est le volet républicain. Du côté du monde ouvrier, Gérard vous le rappelait, depuis les premières manifestations de ces revendications particulières, avec l'insurrection des Canuts en 1831, ce monde ouvrier fait peur. Peur renforcée par les émeutes de juin 1848, qui ont été écrasées par Cavaignac, le républicain, avec déjà des centaines, voire des milliers de victimes. Alors, ce monde fait peur, on parle des classes laborieuses, classes dangereuses, mais il n'a pas l'homogénéité que par la suite, on a pu lui donner sous le vocable de classe ouvrière. Alors c'est vrai, et Gérard Noiriel l'a bien montré dans sa synthèse sur la classe ouvrière française, ce monde ouvrier, il a un certain nombre de traits communs au milieu du 19e jusque vers 1870. C'est-à-dire la polyactivité,
Souvent, les ouvriers ont d'autres travaux, enfin font d'autres travaux saisonniers ou autres. Et le nomadisme, ils se déplacent beaucoup. Polyactivité et nomadisme étant les deux parades au chômage, pour lequel il n'y a pas d'allocation, et qui est récurrent à l'époque. Deuxième point commun, l'autonomie du savoir-faire. L'ouvrier est dépositaire d'un savoir qui, pour lui, est un capital monnayable. Enfin, troisième point commun, la solidarité familiale et la sociabilité qui est centrée surtout sur le cabaret, lieu de rencontre, où il y a les activités de loisirs, mais aussi de discussion. Alors derrière ce fond commun, il y a aussi des intérêts divers et pas toujours convergents qui freinent l'acquisition d'une conscience de classe. Alors les statuts sont nombreux et ils ont tendance même à se multiplier et se diversifier. Alors depuis le travailleur artisan à domicile, l'exemple du Canut, mais pas seulement, jusqu'au journalier qui est sans qualification, embauché à la tâche, en passant par l'ouvrier du petit atelier, qui est souvent quasiment membre de la famille du chef d'atelier, ou l'ouvrier de manufacture, dont le patron s'apparente aux anciens seigneurs. On a beaucoup de films où on voit ces patrons régner sur leurs ouvriers comme avant les seigneurs régnaient sur leurs paysans. Ou alors encore, dans la grande industrie à capital plus ou moins anonyme qui tend à se répandre sous le Second Empire. Pour reprendre une expression de Yves Lequin, qui a aussi fait sa thèse sur le monde ouvrier, le monde ouvrier, même celui de la grande industrie, garde un habitus, au sens sociologique du terme, un habitus paysan. Il est fortement influencé par ces modes de vie, de pensée paysanne. Et le déracinement particulier aux ouvriers dénoncé par Barès à la fin du XIXe siècle, il est en train de se développer, mais il n'est pas encore majoritaire. En plus, depuis 1848 et le Second Empire, il y a un remodelage urbain des grandes villes. À l'image, là je voulais vous montrer la percée de la rue de la République à Marseille pendant le Second Empire, faite par le préfet Maupas, que l'on a surnommé le Haussmann marseillais, mais qui répond exactement aux mêmes objectifs que les travaux d'Haussmann à Paris ou d'autres travaux similaires dans d'autres grandes villes industrielles. Le but étant de dissocier ce monde ouvrier, de le disperser dans les périphéries et de le soustraire à la tentation des centres révolutionnaires où s'agitent des intellectuels ou des ouvriers de statut d'artisans qui sont souvent dominants dans les centres urbains. Alors ce remodelage urbain n'aura pas forcément toujours des conséquences positives pour Haussmann. Finalement, la commune, elle va prendre naissance à Montmartre, qui était une de ces communes où les ouvriers avaient été déplacés. Alors, ce monde ouvrier, il est aussi étudié par le socialisme. Le socialisme qui naît au XIXe siècle de la dénonciation de la condition ouvrière misérable et de la volonté d'y mettre un terme. Mais ce socialisme, les théoriciens socialistes, sont extérieurs au monde ouvrier. Ils ne sont pas issus du sérail. La société idéale que les Saint-Simon, les Fourier, les Cabet
imagine ces sociétés sont censées résoudre le scandale des inégalités et de l'exploitation ouvrière. Ils réfléchissent au changement de l'organisation économique qui permettrait de sortir de ces inégalités, mais ils n'envisagent aucune révolution politique, ce n'est pas leur problème. En revanche, les républicains, eux, s'ils envisagent la révolution politique, remettent la solution de la question sociale à plus tard, à la réalisation précisément de cette révolution politique. Alors il y a bien eu en 1848 Louis Blanc, qui a essayé de faire la jonction entre les républicains, les socialistes, les ouvriers, qui a été à l'origine d'un plan avec intervention de l'État, mais dont le succès s'est terminé, comme vous savez, dans les émeutes de juin 1848. Et donc, ça a fait long feu. Néanmoins, il a quand même un continuateur, qui est le philosophe Pierre Leroux, qui en 1858 a cette formule « J'ai porté la République dans le socialisme et le socialisme dans la République ». Donc, ces deux entités qui n'étaient pas forcément convergentes, disons que leur rencontre est en marche. Alors cette convergence, elle est en marche, certes, mais elle se heurte à plusieurs obstacles. Le suffrage universel, son expression a noyé le vote ouvrier dans le vote paysan, et entraîné la rupture de juin 1948. Le Second Empire, par ailleurs, a réprimé le républicanisme radical, tout en surveillant le monde ouvrier. C'est sous le Second Empire qu'il y a le livret ouvrier. Chaque ouvrier doit présenter ce livret qui le suit partout. On a évoqué le remodelage urbain pour essayer de disperser la menace ouvrière. Mais en même temps, Napoléon III, il a écrit l'extinction du paupérisme. Il a la fibre sociale. Et c'est quand même sous le Second Empire qu'il y a la loi de 1851 sur les mutuelles, apolitique bien sûr, la loi de 1864 qui autorise les grèves, le développement des chambres syndicales et les expositions universelles qui sont un moyen d'essayer de faire collaborer la classe ouvrière. Et puis troisième obstacle à cette convergence, Proudhon. Proudhon qui meurt en 1865, mais dont les idées sont très influentes, y compris, on verra, dans la Commune, qui dans un premier temps a soutenu la Deuxième République, mais très vite déçu. Il pense que la révolution politique est une illusion et qu'il faut autre chose pour transformer la vie des travailleurs, soit une organisation mutualiste et coopérative de la production. Cette autre chose pouvant advenir, quel que soit le régime politique. Et bon, je concluais sur l'Association internationale des travailleurs qui avait la vocation d'offrir au monde ouvrier donc une perspective, mais qui était à l'époque quand même encore fortement tiraillée entre des tendances multiples. Alors, deuxième partie, donc la Commune. La Commune, elle éclate le 18 mars 1871, lorsque des régiments de la garde nationale envoyés par Thiers veulent soustraire des canons que le comité central de la garde nationale avait regroupés à certains endroits de Paris pour les soustraire aux Prussiens, puisque Paris est assiégé par les Prussiens. Or, est assiégée, elle n'est plus assiégée, puisque au moment où, 18 mars, la paix a été conclue, et j'y reviendrai après.
Donc, ces canons que les Parisiens considèrent comme étant à eux, il y a une manifestation spontanée dans certains quartiers, à Montmartre, à Belleville, absolument pas prévue. Hein, ce qui fait dire à Rougerie que c'est une république, c'est une insurrection par hasard, c'est un événement presque accidentel. Hein. Mais très vite, ce mouvement, il est pris en main par quelques divisions, quelques légions de la garde nationale, dirigées par des blanquistes, hein, Duval ou Eudes en particulier, qui très rapidement vont offrir une perspective immédiate à cette insurrection spontanée, hein, ce soulèvement spontané, en prenant l'hôtel de ville et la préfecture de police. Et à partir de ce moment-là, hein, une partie de la garde nationale ayant fraternisé avec la troupe, d'autres préférant mettre l'arme au pied, Thiers donc a préféré fuir dans l'immédiat. Alors, événement imprévu, oui, bien sûr, hein, mais quand même, il y a eu avant toute une série de choses. Hein. Alors, sans remonter au 4 septembre 1870, je voudrais rappeler quand même que la guerre a continué après la proclamation de la République, et cette guerre, malgré les efforts de défense nationale avec Gambetta, etc., assez connus, ne parvient pas à rétablir la situation militaire, et bien plus, à la fin octobre, le général Bazaine, le maréchal Bazaine, je ne sais plus s'il est général ou maréchal, capitule à Metz, hein, qui était un point important hein, pour empêcher le déferlement des Prussiens. Cette capitulation est vécue comme une trahison et provoque à Paris une insurrection. L'hôtel de ville est investi, les républicains les plus engagés montent sur la table et les Jules qui sont là, hein, Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon, etc., font le gros dos. Mais finalement, un peu comme à Marseille, hein, où au même moment, hein, il y a à peu près le même événement, hein, avec la proclamation d'une commune éphémère, finalement, les insurgés arrivent se font embobiner et il n'y a pas, ça ne débouche sur rien. 3 mois plus tard, rebelote, une tentative de briser le siège prussien avec une sortie au fort de Buzenval mal préparée devient un véritable fiasco. Un certain nombre d'hommes de troupes hein, sont faits prisonniers. Et donc là aussi, réaction, les incompétents du gouvernement de défense nationale, que l'on commence à traiter de traîtres, puisqu'ils ont peut-être sabordé hein, cette tentative de sortie. Il y a une insurrection, mais encore moins bien préparée que la précédente, elle échoue. De quoi décourager les nouvelles tentatives. Hein. C'est ce qui peut faire dire que le 18 mars, hein, c'était surprenant qu'à nouveau on tente hein, une insurrection. Mais si vous voulez, les républicains derrière Thiers et derrière l'Assemblée monarchiste vont mettre du leur hein, pour créer un climat favorable. Alors je passe sur les détails, hein, la capitulation, l'élection de l'Assemblée le 8 février 1871, élection que Bismarck a exigée pour que ce soit cette Assemblée qui signe la paix. Il ne voulait pas d'une paix signée par un régime issu hein, de l'insurrection, puisque la Troisième République, le 4 septembre, elle était quand même née d'une insurrection. Donc,
élection du 8 février qui envoie une majorité monarchiste sur la question de la paix. Ce qui fait dire à certains que la République, les compteurs sont remis à zéro. Le programme, l'issue de la République est de plus en plus problématique. Plus d'autres mesures, comme le défilé des Prussiens à Paris, dans une ville déserte, et le départ de l'Assemblée à Versailles, qui est vécu par les Parisiens comme une provocation. S'ajoute à cela que comme la paix est revenue, toutes les mesures sociales qui avaient été prises au titre de la guerre, comme la suspension des loyers, le retard des échéances, les accommodements au mont-de-piété, tout ça, c'est supprimé. À nouveau, les propriétaires sont là à exiger les loyers. Et on a une population qui est souvent étranglée, y compris les échéances de commerce qui sont réclamées, les gardes nationaux dont certains vivaient que grâce à la solde, on leur supprime la solde. Donc, si vous voulez, vous avez quand même tout cet arrière-fond. Donc, c'est vrai que le 18 mars est imprévu, mais c'est quand même pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors, lorsque Thiers rentre à Paris le 13 mars, avec l'intention de mater la ville, sa décision de reprendre les canons, donc, est à l'origine de la proclamation de la Commune. Alors, dès lors, fuite de Thiers et prise du pouvoir de la garde nationale qui promet des élections pour le 26 mars. Alors, je voulais vous montrer la déclaration de cette proclamation pour les élections. Le comité de la garde nationale, donc les militaires, remettent le pouvoir à l'Assemblée qui sera élue, mais font un certain nombre de conseils qui, en matière d'élection et de choix des candidats, sonnent assez bien aujourd'hui chez nos contemporains, c'est-à-dire que ce n'est pas le candidat qui doit se présenter, mais c'est l'électeur qui doit choisir son candidat. D'une certaine façon, le candidat doit être discret, etc., etc. Toute une série, une vision d'une démocratie exigeante. Alors, mouvement spontané, insurrection. Il y a une deuxième aussi interprétation de la Commune. Là aussi, le 22 mars, il y a une séance du comité secret de l'Assemblée à Versailles, qui se tient. Et cette séance, comité secret, comme il y en a eu d'autres pour conduire la guerre, traite justement de l'attitude à avoir vis-à-vis de ce mouvement qui vient de naître. Et dans les rapports de ce comité secret, on voit nettement que les élus républicains comme Floquet ou comme Clémenceau, ou comme Tirard même, qui était beaucoup plus modéré, intercédaient pour qu'on trouve une solution de conciliation pour éviter la guerre civile. Et le comité secret montre de façon évidente que Thiers et Jules Grévy, qui sera le président de la République, ont tout fait, qui était président de l'Assemblée, donc Jules Grévy et Thiers, ont tout fait pour faire échouer cette conciliation, et donc ils ont délibérément joué la carte de la guerre civile, en espérant que ça permettrait d'assainir la situation. Donc il y a aussi cette interprétation sur la Commune. Quoi qu'il en soit, mouvement spontané ou manipulation de la part de Thiers et de ses comparses, la Commune est élue et le 26 mars, et se met alors en place une dynamique démocratique
qui se définit en avançant dans les débats et les contradictions. Et bien sûr, cette avancée, elle a été courte, ça a duré 2 mois. Donc le travail, le bilan des mesures de la commune n'est pas énorme. Mais après les premières décisions qui visaient à redonner à Paris son autonomie, son statut de commune libre, c'est Paris libre, la commune. Et puis le premier programme qui est un ensemble assez proudhonien de propositions, il y a quand même toute une série d'initiatives impulsées par les mairies, au niveau des mairies, à côté du conseil de la commune, parce que les mairies sont autonomes, et elles prennent beaucoup d'initiatives. Les pétitions, il y a des tas d'associations, de clubs qui se constituent, qui pétitionnent. Les pétitions aussi de la garde nationale. Donc, tout cet ensemble fait que des décisions sont prises, souvent embryonnaires, et qui reprennent d'anciennes revendications en les investissant d'un contenu, disons, plus progressiste, comme par exemple la question des loyers, ou du mont-de-piété, dont on parle de le supprimer pour le remplacer par un système de protection sociale. Donc, presque la première idée de sécurité sociale, elle apparaît à ce moment-là. Et puis, d'autres propositions qui sont des anticipations sur des conquêtes politiques et sociales à venir, comme la séparation de l'Église et de l'État, comme la gratuité de l'école, comme l'enseignement des filles, ou l'enseignement professionnel, comme l'abolition de la peine de mort, comme l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries et d'autres propositions. Donc la commune, c'est ça. C'est un bilan, certes, qu'on a tendance un peu à gonfler pour essayer de montrer que la commune, c'était l'avenir. Mais la commune, c'est aussi des participants. Alors, Jean-Louis Robert, qui a fait une monumentale étude de la commune ces dernières années, a fait un tableau où il a comparé la participation des déportés, à partir des statistiques de déportés et de condamnés, de 1848 et de 1871. Il a fait une comparaison. Et ça montre qu'en 1848 comme en 1871, l'élément ouvrier est quand même largement majoritaire parmi les condamnés. Avec peut-être dans cet élément ouvrier des redistributions. Par exemple, les ouvriers du bâtiment sont beaucoup plus nombreux, les ouvriers des métaux, ceux des bois un peu moins, en recul sur 1848, mais disons, il y a quand même cette constante. Et puis, il y a une nouveauté par rapport à 1848, alors qu'en 1848, les employés étaient absents, pratiquement. Ils constituent quand même près de 10% des condamnés en 1871. Donc, il y a un élargissement de la base sociale des communards. Après la composition de la commune, on peut la faire aussi en étudiant les différents groupes. Ça a été longtemps le jeu des historiens qui ont travaillé sur la commune, de savoir qui dirigeait, qui prenait les décisions. Aujourd'hui, on est à une vision beaucoup plus au ras des communards. Il y a des enquêtes nouvelles qui sont faites à ce niveau-là. Mais disons, pour aller vite, il y a l'Association internationale des travailleurs, qui est bien présente. Elle est présente au conseil de la commune, elle a une douzaine de membres. Elle est présente aussi dans des commissions, comme une commission importante, la commission du travail et de la production. Mais beaucoup d'initiatives, comme je vous l'ai dit, sont prises au niveau des mairies et pas forcément au niveau du conseil de la commune. Et là, dans les mairies, les militants de l'AIT, ils y sont, mais
savoir à qui on doit telle décision, etc., ça n'apparaît pas nettement. En tout cas, c'est vrai que l'AIT est importante sous la commune, mais ce n'est pas le deus ex machina de la commune que Jules Favre a dénoncé et puis que d'autres, à sa suite, ont dénoncé. Il n'y a aucun membre de l'AIT le matin du 18 mars. Alors c'est vrai qu'après, ils prennent de plus en plus d'influence. Mais, deuxième chose, je vous l'ai dit, l'AIT, ce n'est pas une structure monolithique. Elle est partagée par des tensions entre ceux qu'on va qualifier de marxistes, avec le gouvernement central à Londres, mais il y a aussi les partisans de Bakounine, l'anarchiste, les proudhoniens. Donc, c'est pas parce qu'on est membre de l'AIT qu'on partage toutes les mêmes options. Et d'ailleurs, à des moments cruciaux, les membres de l'AIT au Conseil de la Commune se divisent. Et lorsqu'est créé le Comité de salut public au début de la Semaine sanglante, qui rappelle le Comité de salut public de la Première République, une partie des internationalistes s'y oppose, fait scission. Alors, deuxième groupe, après les internationalistes, les proudhoniens. Alors, les proudhoniens, on peut dire que la commune, elle baigne dans les idées de Proudhon. Le fédéralisme, le mutualisme, la coopération, les associations, tout ceci, c'est, disons, dans le langage du communard, enfin des débats de l'époque, c'est monnaie courante. Cela ne veut pas dire que les proudhoniens sont tous des inconditionnels de la commune. Je distinguerai trois exemples. Pierre Denis, qui est un journaliste, qui est l'auteur du programme manifeste des 20 arrondissements ou de l'adresse du 19 avril à la France pour essayer de faire que la province soutienne la commune. Ce Pierre Denis, donc, est certes proudhonien, mais finalement, il va évoluer par la suite et son proudhonisme n'est qu'une étape dans son évolution. Autre proudhonien, Charles Beslay, qui dirige la Banque de France, dans la légalité, ce qui lui sera reproché d'ailleurs, après. Courbet, le peintre. Ils sont membres du gouvernement de la commune, mais comme dissidents. Et très vite, ils vont prendre des positions très en retrait par rapport à la commune. Et puis, troisième exemple, Chaudet, qui est l'exécuteur testamentaire de Proudhon, qui lui est très critique vis-à-vis de la commune, voire hostile, au point que, d'ailleurs, le responsable de la sûreté générale, Rigaud, un blanquiste, j'y reviendrai, Rigaud le fait exécuter. Donc, ça la fout un peu mal. Troisième groupe que j'évoquais à l'instant, les blanquistes. Les blanquistes, donc eux, ce qui les caractérise, c'est la fidélité à Blanqui, l'enfermé, celui qu'on appelle l'enfermé, qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison, qui est le symbole de l'intégrité révolutionnaire, mais qui est l'adepte des minorités agissantes, qui n'est pas partisan des mouvements de masse. Et les blanquistes, c'est plutôt les partisans du coup de force, c'est pour ça qu'ils sont organisés, structurés, et qu'ils ont, d'une certaine façon, réussi la prise du pouvoir sur l'hôtel de ville. Mais le problème des blanquistes, c'est qu'ils ont des personnalités de talent, mais ils n'ont pas leur chef.
Blanqui a été arrêté au début de la Commune. Il a été arrêté dans le sud-ouest. Thiers a pris ses précautions. Il a fait arrêter tous les révolutionnaires qu'il pouvait faire arrêter pour que la Commune n'ait pas de chef. Donc, ils n'ont pas ces chefs. Et d'autre part, une sortie qu'ils ont tentée pour vaincre Versailles le 3-4 avril tourne à la déroute et un certain nombre de chefs, dont Flourens et Duval, sont exécutés à ce moment-là. Donc là aussi des chefs potentiels. Ce qui fait que les blanquistes se retrouvent un petit peu déboussolés et ils perdent leur cohésion et certains même basculent dans un autoritarisme répressif à l'image de ce Rigaud qui était responsable du comité de sûreté nationale et qui a fait exécuter un certain nombre de communards, disons, trop tièdes. Alors enfin, à côté de tout ça, il faudrait ajouter les Jacobins, bien sûr, qui constituent presque la majorité des membres du Conseil de la Commune, les Millières, les Delécluze, les Piat. Mais ces Jacobins ne sont pas tellement représentants du monde ouvrier. Il faudrait aussi ajouter les femmes. Mais les femmes, leur participation aux organes dirigeants, ça paraît inconcevable à l'époque. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, le rôle des femmes dans la Commune est bien révisé. Et pour terminer ce tour d'horizon, il faudrait évoquer les syndicats, les francs-maçons aussi, que j'oublie, les francs-maçons qui ont été importants, qui tout le long de la Commune ont essayé de faire aboutir la conciliation, qui n'y sont pas parvenus, mais qui majoritairement quand même ont pris le parti de la Commune. Et les francs-maçons, eux, ils sont dispersés un peu de partout. Enfin, il faudrait rajouter les syndicats. Les syndicats, ce qui paraît évident pour le mouvement ouvrier, qu'il est un peu moins. Alors pourquoi ? Parce que les syndicats, on considère qu'ils sont pris en charge par l'Association internationale des travailleurs, les chambres syndicales. Mais sur les 60 syndicats que Jean-Louis Robert a recensés, il y en a à peu près 40, ou même moins, une trentaine, qui sont membres de l'AIT. Ce qui ne veut pas dire que les autres syndicats soient forcément en opposition à l'AIT, mais ils ont leur propre action. Donc il y a un syndicalisme ouvrier qui est, d'une certaine façon, autonome. Alors, je voulais évoquer la Commune et la République, montrer que la Commune était véritablement républicaine, que cette République, c'était elle, la Commune, qui était la mieux à même de la défendre, que cette République, elle devait être démocratique, elle devait être définitive. Un article de journal part même d'éterniser la République. Mais disons que le thème de la République démocratique et sociale, ça reste quand même un thème de militants. Au niveau du peuple, de l'ensemble de la masse, disons que c'est plutôt un sentiment républicain du type de celui qui était décrit dans le poème, cet amour passionné de la Sainte République. Alors les républicains et la Commune, je ne vous fais pas de dessin, je les ai évoqués. Il y a les républicains, les Jules, qui sont franchement hostiles, qui n'ont pas hésité à rallier Versailles et se mettre au service de Thiers. Bon, ceux-là, ils ont fait leur choix. Vous avez les gambettistes, ceux qui sont partisans de la guerre à outrance, qui ne sont pas forcément pour la Commune, ils ne sont même pas pour la Commune, puisqu'ils craignent que la guerre civile n'affaiblisse la République, ne soit le tombeau de la République, mais bon,
ils jouent le rôle et disons qu'ils n'entrent pas dans une hostilité systématique vis-à-vis de la commune. Et ils auront des critiques vis-à-vis de la semaine sanglante. Puis vous avez les élus républicains de Paris qui, eux, à l'image de Clémenceau, ont tenté de jouer tout le temps la conciliation en créant la Ligue d'Union républicaine pour défendre les droits de Paris. Cette ligue qui, d'ailleurs, vivra encore quelques années après la fin de la Commune. Alors, troisième partie, je ne sais pas, j'ai encore combien de temps ? 5-10 minutes. Bon, ben ça sera pour le débat. J'avais prévu une troisième partie sur le mouvement ouvrier et républicain après la Commune. Qu'est-ce que ça devient ? Alors, tout d'abord, rappeler que la République, elle était menacée, malgré la victoire sur la Commune. La République, elle est en sursis. Thiers, qui a été désigné comme président de la République, est remercié en 1873 parce qu'il a fait le choix de la République. Or, en 1873, les monarchistes qui sont en majorité à l'Assemblée visent la restauration de la monarchie. Et après le renversement, la mise en minorité de Thiers qui démissionne en mai 1873, le maréchal de MacMahon est nommé à sa place président de la République, avec la tâche de préparer la restauration de la monarchie. C'est la politique dite d'ordre moral, qui va durer jusqu'en 1876. Mais la monarchie, la restauration de la monarchie échoue. Alors je voulais vous montrer dans le diaporama, il y a un superbe carrosse avec les fleurs de lys qui est au château de Chambord, qui est tout neuf, qui n'a jamais servi, et qui était prévu pour le sacre d'Henri V, du comte de Chambord. Tout était prêt. Et ça a capoté. Pourquoi ? Parce que le comte de Chambord ne voulait pas. Il a reçu un émissaire à Salzbourg où il était émigré. Donc il a reçu un émissaire qui lui a proposé de prendre la couronne, mais il fallait le drapeau tricolore. Ah ben non, pas de drapeau tricolore, c'est le drapeau blanc. Il ne voulait pas d'une couronne prise dans le caniveau, un peu comme Bismarck en 1848. Donc la restauration échoue. Alors bon, comte de Chambord, c'est les légitimistes, c'est la branche des Bourbons, d'une partie des monarchistes. Mais il y a une autre partie, c'est les orléanistes, ceux de Philippe Égalité, celui qui a voté la mort du roi. C'est donc un fratricide entre monarchistes. Donc les orléanistes, eux, ils sont prêts à accepter le drapeau tricolore et puis une monarchie libérale, comme le veut des républicains modérés d'ailleurs. Et on va attendre simplement que le comte de Chambord meure. Il n'a pas de descendants, il est âgé, malade. Donc on aménage la durée du mandat présidentiel. MacMahon va être élu pour 7 ans. C'est l'origine du septennat. On a décidé que le président était élu pour 7 ans parce qu'on espérait que pendant ces 7 ans, Chambord allait casser sa pipe et que le candidat orléaniste allait pouvoir permettre la restauration de la monarchie. Mais ces calculs échouent. Pourquoi ? Parce que finalement, pendant la période, certes, il y a toute une série d'actions répressives contre les républicains, à la suite de la répression de la Commune. L'AIT est interdite en 1872. L'état de siège est proclamé dans un certain nombre de départements. Par exemple, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, l'état de siège a été proclamé dès le 2 avril 1871, donc avant même
la commune, la victoire du 4 avril, et elle va durer, cet état de siège, jusqu'en 1876. Et donc, c'est toute une série d'interdictions, la censure, c'est toute une série de mesures vexatoires contre les républicains, etc. Donc, on a cette réalité. Mais en même temps, on a quand même des républicains, et ça, il faut y voir la résistance, je pense, du monde rural, malgré tout, ce monde rural qui a été insulté par Crémieux en 1871, ce monde rural qui voit quand même la monarchie, le spectre de la monarchie revenir. Or, après la Commune, il y a toute une série d'élections partielles qui ont lieu parce qu'à l'époque, on pouvait faire des candidatures multiples, on pouvait se présenter dans plusieurs endroits. Mais bien sûr, une fois qu'on avait été élu dans 10 endroits, il n'y avait qu'un siège qui vous était réservé. Donc après, il y avait d'autres élections pour remplacer. Donc, il y a des élections partielles nombreuses et au fur et à mesure de ces élections partielles, ce sont les républicains presque toujours qui l'emportent. Ce qui fait que la majorité monarchiste, elle se ratatine. Mais elle reste encore une majorité. Et le danger vient que aussi, parmi les élus, il y a des bonapartistes qui repointent le bout du nez. Donc les républicains modérés, les monarchistes se disent, il faudrait quand même qu'on soit sérieux, qu'on fasse quelque chose. Et en 1975, ils se décident enfin à voter des textes constitutionnels. Jusque-là, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait rien, on vivait dans le provisoire. Et dans un premier temps, c'est le 30 janvier, c'est l'amendement Vallon, qui a une voix de majorité, décide que nomme le président de la République. Le mot de République apparaît dans le texte des projets constitutionnels, alors qu'il ne figurait pas jusque-là. Et cette alliance entre républicains modérés, conservateurs et orléanistes va permettre en février et en juin de faire passer 3 lois constitutionnelles. Il n'y a pas de constitution d'un bloc, si vous voulez, c'est 3 lois prises qui vont gérer les affaires constitutionnelles de la France jusqu'en 1940. Donc c'est un peu dans l'improvisation, puis c'est la plus courte constitution de France. Et en même temps, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Et Gambetta, qui n'était pas chaud, qui a essayé quand même de convaincre les républicains radicaux de voter ces textes, en fait l'éloge en disant c'est un texte suffisamment souple dans lequel on va pouvoir se lever. Donc, 1875, la Constitution est adoptée et l'Assemblée, donc, se disperse puisqu'elle n'avait plus de raison d'être. D'ailleurs, elle n'aurait même pas dû voter des textes constitutionnels puisqu'elle avait été prévue simplement sur la question de la paix. Elle se disperse, ont lieu des élections en 1876 et ces élections envoient une majorité de républicains. Alors bien sûr, c'est une majorité de républicains modérés, les radicaux sont pas les plus nombreux, mais c'est quand même une assemblée républicaine. Donc on a une assemblée républicaine qui met fin à l'ordre moral, qui sous la pression des républicains radicaux fait adopter l'amnistie. En 1879, amnistie partielle, et 1880, amnistie totale des communards. Donc, l'Assemblée devient républicaine. Le Sénat, gros problème, puisque dans cette Constitution, le Sénat, c'était la pièce maîtresse, celle qui devait calmer les ardeurs du peuple, par un système de vote préférentiel, enfin de vote à plusieurs degrés. Et puis on prévoyait même des sénateurs inamovibles pour être sûr qu'on ne bascule pas à nouveau dans la Révolution. Donc le Sénat et le président sont hostiles à l'Assemblée, qui est républicaine, le Sénat étant plutôt monarchiste à ce moment-là. Conflit entre le président et l'Assemblée, qui éclate, c'est Gambetta qui fait ressortir la question
cléricale pour mettre en difficulté le gouvernement qu'avait mis en place MacMahon. Donc MacMahon riposte en dissolvant l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle la crise du 16 mai 1877. Alors, cette élection ne renvoie pas autant de députés républicains que celle de 1976, mais garde la majorité. Et dans la foulée, le Sénat, les sénateurs qui étaient soumis à élection, sont aussi républicains. Donc, le Sénat, l'Assemblée deviennent républicains. MacMahon essaye encore mais la dissolution, ça n'a rien donné, finalement. Et finalement, il fait ce que Gambetta lui avait dit, il faudra se soumettre ou se démettre. Il n'a pas voulu se soumettre, il démissionne et le remplace Jules Grévy, celui qui a fait capoter la conciliation, la commune. Mais on a, en 1879, 1880, une assemblée républicaine, un Sénat républicain et un président républicain. Donc, c'est la République. La République qui est confortée en 1884 par une révision qui réduit les pouvoirs du Sénat, supprime les sénateurs inamovibles, donc restent ceux qui ont été nommés, mais à leur mort, ils ne seront pas remplacés, et surtout fait que la République ne pourra pas être l'objet d'une révision. Donc, éternise un peu, si vous voulez, la République. Alors, bon, tout va bien pour les républicains, enfin, tout va bien, non, parce qu'ils se partagent entre les opportunistes, ce que l'on va appeler les opportunistes, derrière Gambetta, derrière Jules Ferry, et puis les radicaux, où l'on retrouve Louis Blanc, où l'on retrouve Rochefort, où l'on retrouve Clémenceau, qui eux ont une vision de la République plus exigeante en matière de démocratie et aussi de réforme sociale. Et cette animosité entre opportunistes et radicaux fait que le monde ouvrier est un peu utilisé dans ce combat, puisque les radicaux s'installent comme les représentants autorisés des ouvriers. Et normalement, les ouvriers doivent voter pour les radicaux. Ils disent nous n'avons pas d'ennemis à gauche, gauche sous-entendu les socialistes. Car, dans le même temps, que devient ce mouvement ouvrier? Je terminerai là-dessus. Ce mouvement ouvrier, il a été décapité après la Commune, moins décapité à Marseille ou à Lyon, mais à Paris, c'est sûr. Ce mouvement ouvrier, il est donc sans ses représentants, ou un certain nombre de représentants qui sont en exil, condamnés à mort ou déportés, et ne reste que des ouvriers qui, pendant la Commune, ont été discrets, voire hostiles. Et ce sont ces ouvriers qui prennent le haut du pavé à Paris. Alors, il y a parmi eux Joseph Barberet, qui est le père du mutualisme, et qui, lui, est favorable à l'autonomie du monde ouvrier, mais qui pense que les inégalités, ça peut se résoudre par la collaboration avec le patronat. Vous avez un autre, alors lui, il était relieur, je crois. Vous avez un autre peintre plâtrier qui s'appelle Isidore Finance, qui, lui, était du cercle des ouvriers positivistes. Et qui est un peu l'ancêtre des influenceurs d'aujourd'hui, parce que sa théorie, on n'a pas besoin d'un parti, il faut
être en capacité d'influencer le débat public, et c'est dans le débat public que les avancées du progrès social en direction des ouvriers doivent avoir lieu. Et donc ce sont des gens comme ça qui contrôlent, qui parlent pour le monde ouvrier, qui organisent en 1876, juste après la fin de l'ordre moral, le premier congrès ouvrier depuis la Commune. Mais dans ce congrès ouvrier, il n'y a pas de référence à la Commune. On n'en parle pas. Et c'est quand même surtout l'apothéose des théories de Proudhon. C'est l'association sur tous les modèles. Donc, on a ce mouvement ouvrier, mais parallèlement, il y a une évolution parce que les congrès suivants qui ont lieu à Lyon et Marseille sont dans des villes qui ont connu des communes aussi, et dans lesquelles les délégués sont majoritairement issus de ces villes. Et petit à petit, les mutualistes les proudhoniens style Barbaret, sont mis en minorité, et au congrès de Marseille, le fameux congrès de 1879, les thèses collectivistes sont adoptées. Ce qui fait qu'après le congrès suivant, les mutualistes de Barbaret claquent la porte et s'en vont. Donc il y a tout un pilier du mouvement ouvrier qui est le pilier mutualiste qui va vivre sa vie. Et puis vous avez le socialisme donc, qui continue. Mais le socialisme, ça serait trop simple en France, il n'est pas uniforme. Vous avez plusieurs chapelles. Et les congrès suivants, en particulier le congrès de Saint-Étienne, voient ceux qui étaient ensemble contre les mutualistes se diviser ensuite entre les guédistes, partisans donc d'un collectivisme pur et dur qui contrôle les syndicats, qui est un peu à l'image de qui se veut à l'image de la social-démocratie allemande, qui règne sur tout le monde ouvrier. Et puis vous en avez d'autres comme les broussistes, ceux qu'on appelle les broussistes ou possibilistes, qui eux pensent que il faut agir dans le cadre de la République, bien sûr faire la révolution sociale, mais aussi ne pas négliger les possibilités que donne la République. On a aussi les blanquistes qui continuent, on a les alémanistes, Allman, c'est un autre acteur de la Commune qui est contre les broussistes parce qu'il les trouve trop électoralistes, mais contre les guédistes parce qu'ils sont trop dirigistes. Donc vous avez ainsi une multitude de chapelles, et le socialisme ne pèse pas vraiment lourd, même si il définit quand même un certain nombre d'éléments de base du discours dans le monde ouvrier par la suite. Et donc à ce moment-là se définissent les grands traits du socialisme français, c'est-à-dire un socialisme émietté qui a les différences du socialisme allemand, et sous la coupe de la social-démocratie, ou du travaillisme anglais qui, lui, est sous la coupe des trade unions, des syndicats. Là, vous avez un peu tout. Vous avez le mutualisme, vous avez les partis socialistes qui se structurent à la fin du siècle, et puis vous avez le syndicalisme qui, lui, se développe, renforcé par un autre acteur que j'ai peu évoqué du mouvement ouvrier, qui est l'acteur anarchiste. Louise Michel, ça vous dit quelque chose, militante anarchiste. Or, les anarchistes, ils sont contre la République, ils boycottent les élections, ils sont contre le suffrage, ils vont même, pour certains, pratiquer la politique de l'action directe, avec les attentats dans les années 93-94, attentats à l'Assemblée nationale, assassinat du président de la République, et provoquer toute une série de lois répressives qu'on a appelées les lois scélérates.
Mais ces anarchistes qui sont mis au banc de la République, certains se reconvertissent et agissent dans le cadre du syndicat, puisque à côté du mutualisme, à côté des partis socialistes dont l'unité va être faite par Jaurès en 1905, et vous avez donc les syndicats qui se posent en acteurs autonomes ayant leur propre vision de la révolution sociale et des moyens d'y parvenir. Et la charte d'Amiens en 1906 définit cette autonomie du mouvement ouvrier et cette charte prévoit que la révolution sociale se fera par la grève générale. On arrêtera tout dans le pays et donc le capitalisme s'effondrera à ce moment-là. Alors donc vous voyez ces mouvements dont les positions par rapport à la République et par rapport à la Commune sont parfois nuancées, qui tous vont se retrouver finalement, à l'exception d'une minorité, en 1914 pour la déclaration de guerre, puisque lors de la proclamation de l'Union sacrée, on voit pratiquement tous les anciens communards se regrouper derrière Jouot, secrétaire de la CGT, derrière Renaudel, qui a remplacé Jean Jaurès assassiné le 31 juillet, pour proclamer donc l'Union sacrée et mettre en veilleuse les revendications sociales. Alors, après, la suite, vous la connaissez, la guerre de 14-18, la déception, le mouvement pacifiste qui se développe, la révolution russe, et l'obligation pour le mouvement ouvrier de se déterminer par rapport à la révolution russe, qui crée de nouvelles divisions, qui, là aussi, donneront par rapport à la République des positions différentes, jusqu'au Front populaire avec l'antifascisme qui réintègre le Parti communiste dans la République et la résistance. Et donc après, on a une sorte d'unanimisme républicain. Et la Commune, le souvenir de la Commune, il suit ses péripéties. Pendant 10 ans, c'était interdit. Si vous prononciez le mot de commune, vous vous retrouviez en prison. Ensuite, ça a été une forme de tolérance. Il ne fallait pas trop le dire, sans le dire. Après, ça a été admis. Entre les deux guerres, à nouveau, avec le PCF qui s'annexe le souvenir de la Commune devient à nouveau anti-républicaine et donc n'est plus tout à fait en odeur de sainteté. Et puis, après la libération, finalement, on se retrouve tous derrière. Et puis aujourd'hui, Louise Michel, qui était l'anarchiste qui soutenait les poseurs de bombes, enfin je crois qu'elle les a soutenus, elle les a défendus. Oui. Donc, Louise Michel, aujourd'hui, c'est l'égérie dans Elle, les lectrices d'Elle font de Louise Michel une de leurs héroïnes préférées. Et puis on verra même un Christian Poncelet, qui était président du Sénat sous Chirac, chiracien bon ton, faire ériger une plaque dans le jardin de Luxembourg en l'honneur des communards. Voilà, alors je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été un peu long, de ne pas avoir montré tout ce que j'aurais voulu vous montrer, mais enfin, bon.